Salut tout le monde, c'est Sam de Bonnetman et vous regardez la vidéo des résultats de WWE Survivor Series. Mais avant de parler des WWE Survivor Series d'édition de cette année, je vais faire un petit retour sur ce qui s'est passé, ou plutôt sur ce qui s'est pas passé sur ma chaîne. Je vous avais prévenu, je n'ai pas fait de vidéo pour justement les prédictions et la match card de Survivor Series, parce que avec les événements d'il y a 2 semaines, on va dire que ça m'a un petit peu ralenti dans le sens de l'envie, je veux dire, au niveau de l'envie, puis de m'exprimer. C'était pas forcément, j'avais pas forcément le même état d'esprit que d'habitude. J'ai un petit peu tout lâché en même temps sur cette période-là parce que ça m'a quand même pas mal retourné. Donc voilà. Et côté catchess, il n'y avait pas grand chose à Survivor Series, à se mettre sous la dent, je veux dire des matchs programmés. Et c'est vrai que maintenant, quand on regarde un peu cette carte, il n'y avait pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. Faut dire que la blessure de Seth Rollins y est quand même pour beaucoup. La majeure partie des grosses superstars de la WWE sont absentes ou blessés. Daniel Bryan, Randy Orton n'est pas là. John Cena est en vacances. Seth Rollins vient juste de se blesser. Euh, et Dean Ambrose et Roman Reigns n'ont pas encore les épaules assez larges pour tenir toute la WWE. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour l'intro. Je m'excuse encore pour le non-prédiction de Survivor Series. Oui, voilà. Faut aussi savoir que j'ai un petit peu moins de temps que j'en avais à une certaine époque. Si je fais pas de vidéo, c'est qu'il y a des raisons et j'ai pas toujours un programme aussi léger que j'aimerais l'avoir. Donc voilà, je fais un petit peu comme je peux. Pour en revenir à Survivor Series, donc j'ai regardé le show en direct à peu près. Je devais avoir un quart d'heure de retard parce que j'ai commencé la vidéo un petit peu en retard. Enfin, commencé à le regarder un petit peu en retard. Donc avec le kick-off, bien évidemment, avec Mystère et compagnie, comme d'habitude, avec Scooby-Doo qui ferait donc une interview de Tyler Breeze et de Summer Rae plus tard. Je pense que vous avez bien compris de qui je parlais. Et puis ils ont fait comme d'habitude leur promo pour les matchs du soir avec leurs prédictions, et ils ont même fait une promo du match de Diva. Ce qui est assez rare, je dois dire, et on dirait que tout ça c'est enfin pris au sérieux, parce qu'en général ils faisaient ça surtout sur les matchs de. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu en tout cas. Ils faisaient ça surtout sur les autres matchs. Les matchs de Diva, on n'y mettait pas beaucoup de. On leur donnait pas beaucoup de temps d'écran, ne serait-ce que pour les promos et tout ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, et puis on a enchaîné avec le premier match de kick-off. Alors Liliane Garcia, elle annonce un match traditionnel Survivor Series Elimination à 5 contre 5. Alors donc c'est un match traditionnel de Survivor Series qui est censé être au moins un des main events, voire le main event. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu le match Survivor Series l'année dernière, c'était un petit peu l'équipe à John Cena contre l'équipe de l'autorité, ce qui a un petit peu changé dont le résultat a un peu changé tout le paysage de la WWE après. Et là on a ce match là en pré-show. What the fuck? C'est comme si on foutait le Royal Rumble match au début du Royal Rumble. Je sais pas si vous voyez le principe. C'est le match qui est attitré à D'accord. C'est le match qui est attitré à ce pay-per-view et on le met en kick-off. Donc juste pourquoi? Bon, vu qu'il n'y avait rien qui était prévu et que les deux matchs Survivor Series n'étaient pas spécialement programmés, la surprise c'était de voir qui y aurait. Donc il y a l'équipe Hill qui arrivait en première, donc le Miz, d'accord, Bo Dallas, youhou, Stardust et The Ascension. D'accord. Les mecs n'ont strictement rien à foutre ensemble, mais pourquoi pas. En face, Neville. D'accord. Les Dudley Boys, voilà, ça c'est une bonne idée, parce que les Dudley Boys, depuis leur dernière défaite face au New Day, on les a plus beaucoup vus. Titus O'Neil. Alors du coup, je m'attends à voir Darren Young. Et en fait, non. Shattered Dreams. Et c'est Goldust qui revient. Ah, voilà, enfin, j'ai rien dit. Ce match a désormais toute l'attention du public, et elle a aussi la mienne. Donc c'est une très bonne chose. Je suis très content de revoir Goldust, même si bien sûr Goldust est sur la fin de carrière parce qu'il a 40 balais passés. Voilà, donc mais je trouve que c'est bien de démarrer maintenant qu'on y pense. Je trouvais le fait que le match en 5 contre 5 c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, parce que bien sûr on voit tout le monde.
enfin on voit beaucoup de gens, mais en même temps c'est exprès Survivor Series, alors je sais pas, enfin il y a de quoi réfléchir entre une bonne et une mauvaise idée, mais après voilà, le fait que Goldust soit arrivé, moi ça m'a remis dans le truc, j'étais content de le revoir, je pense que c'était le cas un petit peu de tout le monde, et donc finalement je partais avec un avis plutôt positif sur ce match-là. Donc le match, Goldust qui élimine Victor en 2-2 avec un Power Slam, le match bat son plein et d'un seul coup, pub. Ça y est, ça recommence. La WWE s'éclate à nous foutre des pubs en plein milieu de ces matchs. Y a rien de pire pour te casser en plein milieu d'un match que de te foutre une pub. Alors quand t'es spectateur, quand t'es dans la salle et tout, tu te rends pas compte de ça, tu t'en fous, t'es fixé sur le match et en plus t'es dans l'ambiance. Donc du coup ça aide vraiment à ton entrain, à bouger, à applaudir et tout. Mais quand t'es téléspectateur, que t'es couché sur ton canapé avec tes potes, que t'es dans l'ambiance qu'il y a chez toi, hein, donc en général vers 2h du matin chez moi il n'y a pas beaucoup de bruit, vous voyez, donc t'essaies de te rentrer dans le truc, t'essaies de te mettre dans l'ambiance, et là d'un seul coup, clac, on te fout une pub. Il n'y a rien de pire pour perdre l'attention des téléspectateurs, c'est un truc que je trouve complètement débile. Entre les matchs, à la limite, je m'en fous, ça me pose pas de problème, mais pas pendant un match, quoi. Puis enfin, même si c'est le kick-off, justement, c'est là où c'est censé mettre un coup de boost pour le reste du show. Le kick-off, ça veut dire décollage, quand même, à peu près. Si je dis pas de bêtises, si mon anglais me fait pas trop défaut, ça veut quand même dire décollage. C'est comme si on arrêtait les moteurs en plein milieu du décollage. Donc, non, moi, c'est un truc que je trouve vraiment dommage, et c'est surtout très mal placé dans le kick-off. Ce serait mal placé d'ailleurs pour n'importe quel match, mais vraiment le kick-off, c'est là où faut pas foutre de pub, faut vraiment tout envoyer pour te donner envie de rester pour le reste du show. Bref, après la pub, Bob Harry Dudley qui élimine Connor. Donc du coup, les deux mecs d'Ascension, terminés. Le Miz qui élimine Neville par un Skull Crushing Finale. Goldust qui élimine le Miz par un roll-up. Deuxième pub, alors parfait, pourquoi pas, allez, une deuxième pub, puis on va envoyer une troisième après. Bon, ce coup-ci c'était pour TLC, pour les nouveaux shows Only on WWE Network for $9.99. Mais ça n'enlève rien au fait à ce que j'ai dit il y a 42 secondes en arrière par rapport au fait que ça casse tout le truc. Autre Goldust, ce match est rempli de superstars maintenant que j'y ai pensé sur le coup, sans plan précis actuellement. Et donc quand on regarde, le Miz, c'est vrai que il tient toujours Miz TV, mais c'est tout. Il a 2-3 matchs par-ci par-là. La dernière fois qu'il était à peu près au devant de l'écran, c'est quand il parlait de The Marine 3 où il était avec Summer Rae, ou 4, je sais plus, je m'en fous. Bo Dallas, hein, Stardust et The Ascension, ils sont ensemble en équipe, ils ont une espèce de rivalité contre Cesaro, mais qui n'a pas l'air de bien démarrer. Neville, lui c'est le jobber par excellence, hein, c'est-à-dire que Neville est en train de devenir le Kofi Kingston des temps modernes. Les Dudley Boys, eux c'est pareil, hein, comme je disais, depuis qu'ils ont perdu face au New Day pour le titre par équipe, ils ont un peu disparu. Titus O'Neil, Darren Young d'ailleurs, il n'est pas dans le match, mais bon, vu qu'ils sont en équipe, c'est à peu près pareil. Donc voilà, c'est après, dans l'idée, c'est aussi de montrer un petit peu tout le monde, les refaire réapparaître, quoi. Le match, un peu bordélique sur la fin. Titus O'Neil qui élimine Bo Dallas avec son Clash of the Titus. Devon qui élimine Stardust en 3D. Victoire de l'équipe Face, donc de Neville, des Dudley Boys et de Titus O'Neil. Ce qui est un peu logique parce qu'on est en kick-off. Bien sûr, si on commence par une défaite de l'équipe Face, il n'y a rien de pire pour que les fans n'accrochent pas. Par contre, pas tonitruant comme match non plus. Et une fois encore, je trouve ça dommage qu'un match traditionnel se trouve en kick-off. Donc voilà, j'ai mis 3 sur 5. Et d'ailleurs, dans la construction, le match était assez semblable de ce qu'on aurait pu voir à Raw ou à SmackDown. Hein, je veux dire, au niveau des prises qu'ils nous ont envoyées, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Donc j'attends vivement le reste du show. Après ça, donc Tom Phillips a interviewé Tyler Breeze et Summer Rae dans son truc Twitter là. Alors, excellente interview dans laquelle on a appris beaucoup de choses et je vous invite vraiment à la revoir. Maintenant, vous prenez toute cette phrase là et vous remplacez chaque mot positif par son contraire. Après, on a eu la promo pour les 25 ans de l'Undertaker, parce que bien sûr le show fêtait aussi ça. Parce que le 22 novembre, c'était l'anniversaire des 25 ans de carrière de l'Undertaker. Et puis, ils ont, l'équipe du kick-off a continué à faire séparer et à renvoyer des bouts de promo et tout ça. Le show a démarré et on attaque le show
avec l'hymne américain chanté par Lilian Garcia. Elle l'a chanté comme s'il s'agissait de la dernière chanson qu'elle chanterait de sa vie. Et malgré quelques fausses notes, bon, ça restait impressionnant. Je vais quand même pas. Voilà, ça y est, je suis en train de parler comme un jury de la Nouvelle Star. Je pense que cet hymne est dû aux menaces de l'État islamique en Irak. Ils ont. Comment Apparemment, la WWE a reçu des menaces pour son pay-per-view, je sais plus quoi, de l'État islamique. Enfin bref, des conneries du genre. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu se prononcer en chantant l'hymne national américain, chose que font beaucoup les Américains. Mais je ne suis pas là pour polémiquer. On a eu la promo des matchs et puis on a attaqué avec Roman Reigns contre Alberto Del Rio. Alors je vais revenir vite fait un petit peu sur comment on en est arrivé là, parce que donc la blessure de Seth Rollins, parce que lui, de mémoire, il a les ligaments croisés qui sont dégommés. Enfin bref, une vraie saloperie qu'il a chopé au genou. Il en a jusqu'à 9 mois d'arrêt. Donc c'est-à-dire qu'on ne reverra pas Seth Rollins avant SummerSlam, si tout se passe bien. Hein. Donc voilà. Donc il a dû rendre le titre WWE. Hein, il va pas nous faire une Brock Lesnar. Donc et pour crooner un nouveau champion de WWE poids lourd, on a dû faire un tournoi. Alors, on a eu les huitièmes de finale genre le lendemain de la blessure de Seth Rollins. Et puis après, ça a continué avec les quarts. Et là, il restait les deux demi-finales. Donc Roman Reigns et Alberto Del Rio, dont je vais parler maintenant. Et Dean Ambrose contre Kevin Owens, dont je vais parler après. Et les deux gagnants de ces matchs-là se sont affrontés en finale. Alors, Roman Reigns contre Alberto Del Rio. Roman Reigns est rentré majoritairement hué. Ce qui aujourd'hui ne me surprend guère. Voilà. Alors, je ne suis le match qu'à moitié. Et puis je vois Del Rio sur la troisième corde taper dans ses mains comme pour appeler Reigns pour lui faire signe il fallait qu'il se retourne. Donc on commence déjà avec pas une botch, mais c'est rigolo de voir les mecs discuter entre eux parce que bien sûr c'est ce qu'ils font pour savoir comment ils vont gérer leur match, mais c'est pas censé être vu comment c'est pas censé être vu comme ça à l'écran, quoi, je veux dire. Alors Del Rio, il a eu le lead sur une grosse partie du match. Les deux hommes ont passé en revue pratiquement tous leurs set moves. Le match était intéressant, bien construit. Ça aurait pu être mieux, mais d'un autre côté, il faut penser aussi que Roman Reigns, vu que c'est lui qui a gagné, il a encore un autre match dans la soirée, donc c'est en même temps logique que Del Rio ait eu un peu le lead et que le match n'ait pas duré trop longtemps et qu'il ne se soit pas crevé, parce qu'il faut dire ce qui est quand même. Un quart d'heure de catch, c'est quand même sacrément crevant. Donc voilà, surtout quand on doit le faire une deuxième fois dans la soirée. Voilà, bien construit, 3 sur 5, pas plus non plus parce que le match aurait pu mériter un meilleur build-up pour faire encore plus saliver les gens. C'était, voilà, sans plus, hein, je veux dire, c'était un bon match, c'était pas excellent, mais c'était bien. Roman Reigns est interviewé directement après le match, Dean Ambrose qui passe lui dire bonjour, puis qui part, et Kevin Owens arrive aussi, et puis il répète à chaque fois qu'à chaque fois Roman Reigns est passé tout près de devenir champion, donc en référence à WrestleMania. Il y a eu aussi cette feud avec Bray Wyatt qui a commencé à Money in the Bank. Ce qui me donne à penser que je vois bien Sheamus lui siffler sous le titre sous le nez en fin de show. Donc pourquoi pas. Ensuite, match suivant, Dean Ambrose contre Kevin Owens. Alors ce match-là, je me suis dit, ça devrait envoyer du bois parce que les deux mecs ont fait leur formation catchesque dans des fédérations indie et on dira ce qu'on voudra, c'est là où on t'apprend le mieux à faire du catch. Donc voilà. Et là, un public soporifié. Alors, même si c'est normal car les superstars doivent se reposer... non, je vais revenir sur le public parce que je suis en train de me rendre compte que je suis en train de parler d'autre chose après. Le public soporifié, oui, c'est-à-dire qu'on avait un public mort, mais j'ai remarqué que ça a été le cas pendant pratiquement tout le show. Ce que je trouve clairement dommage. Moi, je vois Kevin Owens contre Dean Ambrose en vrai, je pète un câble. Je pète littéralement un câble. Enfin, je veux dire, déjà rien de le fait de les voir en vrai, déjà je serais super content. J'ai trouvé le public ultra mou et pas dans le show. C'est ce que je trouve totalement dommage. C'est aussi un manque de respect d'ailleurs, je pense, pour les catcheurs. Ça donne l'impression qu'ils font du mauvais taf, ce qui n'était absolument pas le cas pour ce match. Et donc voilà, c'est tout, petite gueulante. Donc alors, je vais revenir sur ce que je disais, même si c'est normal car les superstars doivent se reposer avant leur deuxième match.
Le fait de mettre les demi-finales en début de show me fait me demander ce qu'il y a dans le reste du pay-per-view. Parce que les matchs les plus importants, ça restait quand même ces deux-là, plus la finale. Donc je me demandais un petit peu ce qu'il y aurait entre les deux. Alors, mais en ce qui concerne le match, bah, il était super. Très peu de temps mort, ce qui est une bonne chose parce qu'en général, les catcheurs, ils ont toujours ce réflexe de s'attraper l'un et l'autre. Vous voyez quand ils font des prises d'étouffement, en fait. Si vous regardez de plus près, ils ont la tête collée l'un contre l'autre et ils discutent des prises qui vont s'envoyer juste après. C'est comme ça que les superstars répètent et font leur match pendant le show. Très peu, donc comme je disais, très peu de temps mort et un final tip top. Inattendu d'ailleurs, parce que je voyais plus Kevin Owens gagner, je sais pas pourquoi. Mais finalement, c'est Dean Ambrose qui gagne, ce qui me satisfait tout autant, ce qui fait qu'on va voir les deux anciens frères de The Shield en train de s'affronter l'un contre l'autre en fin de show. Des enchaînements novateurs, un match propre, bien rodé, long juste ce qu'il faut. Il n'y a pas vraiment grand chose à redire dessus, si ce n'est le public qui réagit, mais alors pas du tout. 4 sur 5. À ce match-là, il valait vraiment le coup. Et puis, voilà, j'en attendais pas moins de Kevin Owens et de Dean Ambrose. Donc voilà, nouvelle promo pour les 25 ans de l'Undertaker. Et puis après, Eden Styles qui annonce un match traditionnel 55 style Survivor Series. Ah, un deuxième. Bon, allez, pourquoi pas. Alors, les superstars arrivent. Ryback, les Lucha Dragons, les Usos. Ouais. Leur adversaire? Non. Les New Day, Sheamus et King Barrett. Ah bah en fait non, d'accord. Bon bah non, on se croira à SmackDown, c'est ça qui est rigolo. Bon, ce qui m'a permis de me rappeler qu'il n'y aura pas de défense d'ailleurs pour le titre tag team, parce que bien sûr les New Day sont là-dedans. Et le fait de voir Sheamus là, du coup j'ai des gros doutes quant à son éventuel cash en fin de soirée. Les New Day quand ils rentrent, ils racontent leur vie. Avant le match, alors que leur musique continue. Et puis d'un seul coup, Sheamus il chope le micro, puis je sais plus, il dit une espèce de connerie. Il y a un gros blanc, la musique s'arrête, tout le monde le regarde. Bloody nigga. Et confusion totale. Et donc, du coup, les superstars rentrent sur le match. Et puis, il y a une espèce de petite mésentente entre Sheamus et le reste du groupe. Bref, le match commence. Et c'est un bordel rapidement dès le début de match. On a un quadruple plongeon de la part de toute l'équipe face, sauf Ryback bien sûr, parce que le jour où on va Ryback plonger, voilà. Du coup, en fait, si maintenant que je le dis, Ryback, donc ils ont plongé à 4, donc les Lucha Dragons et les Usos, ils ont plongé à 4 sur l'équipe adverse qui était en dehors du ring. Ryback est monté sur la troisième corde, gros plongeon lui aussi. Et puis, d'un moment, Biggie se met à faire son espèce de danse du bassin. Il y a Kofi Kingston qui se met à twerker. Parce qu'en même temps, il y a Xavier Woods qui joue du trombone, hein, bien sûr. Et là, je vois King Barrett qui fait comme Baloo dans le livre de la jungle. Vous voyez, il se frotte le dos sur un palmier. Juste pourquoi? Pourquoi as-tu décidé de manger ta crédibilité, King Barrett? Pourquoi? Pourquoi, nom de... Pensez à autre chose. Le match, Sin Cara qui élimine King Barrett, donc avec un espèce de springboard de Swanton Bomb. Xavier Woods qui élimine Jey Uso en l'écrasant au sol. Spear à travers les cordes de Biggie, ça c'est un truc que Biggie fait assez rarement mais qui est toujours super impressionnant. Il fait un spear sur un adversaire qui se trouve sur le tablier au travers des cordes pour s'éclater au sol. Et là il l'a fait sur Sin Cara. Sheamus, après il se tag tout seul sur le ring. Il élimine Sin Cara en broad kick. Et puis ça commence à créer des tensions nouvelles entre Sheamus et Biggie. Jey Uso élimine Biggie. Avec son splash, adopté de Jimmy Snuka. Et puis Biggie il sort et il se fait accompagner par Xavier Woods et Kofi Kingston dans les vestiaires en disant qu'il est blessé. Ce qui laisse Sheamus complètement tout seul face à ses trois adversaires. Et du coup, Sheamus tient plutôt pas mal le coup. Et puis, finalement, c'est Ryback qui l'élimine avec un espèce de combo entre Super Kick et Shell Shock. Et victoire donc de l'équipe face. Alors, bon, le match n'était pas énorme non plus. C'était sympa, mais sans plus. La fin du match a pu permettre à Sheamus de gagner un petit peu de valeur. Mais encore une fois, pas d'enjeu, alors qu'en général, c'est le cas. Côté match, on n'a pas eu grand chose d'exceptionnel, un peu comme notre kick-off, style Raw ou SmackDown, donc je mets la même note, 3 sur 5. Le match de Diva, Charlotte contre Paige, donc pour le titre des Divas.
Le match était pas mal. Je vais venir directement sur le match, je n'ai pas expliqué de comment on en est arrivé là. Parce que vous avez suivi un petit peu que Page se retourne enfin définitivement contre PCB. Et donc voilà, donc ça a débouché sur un match. On a eu voilà, quelques prises et coups inédits, mais la continuité du match a été plusieurs fois coupée par ce que je vous expliquais plus tôt, donc des prises de finition qui servent à mettre en place le reste du match. Et le match devenait même long sur la fin, ce qui est dommage. On a eu droit à un spear de Charlotte, alors que les deux divas étaient sur la barricade. C'est le petit plus du match. Donc il y avait Paige qui est monté sur la barricade avec des mecs qui étaient comme ça. Et Charlotte est arrivée sur la barricade aussi, puis gros spear sur le sol. Donc c'est un truc que je trouve cool de la part de ces nouvelles divas, c'est qu'elles n'hésitent pas à envoyer du bois et à se faire un peu plus mal pour le show. Parce que c'est quelque chose que Nikki Bella et que Alicia Fox ou Natalia ne font que très rarement. Donc c'est quelque chose de bien. Figure 8 et victoire de Charlotte qui fait abandonner son adversaire. Alors donc défaite propre de Paige. Donc j'ai un peu de mal à voir comment cette rivalité pourrait continuer, ce que je trouve dommage. Je pensais pas forcément que Paige allait gagner, mais qu'elle allait perdre avec controverse ou truc du genre. Alors, 3 sur 5, parce que, une fois encore, je trouve que le match face à Nikki Bella à Hell in a Cell était vraiment meilleur. Et là, là, sans plus, quoi, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est vraiment une fois, c'est encore une fois... Voilà, je vais y arriver. Encore une fois, c'est dommage que le match ait été ralenti par les catcheuses bien trop de fois, en fait. Donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Après ça, on a eu l'interview de Dean Ambrose par Jojo sur le fait qu'il affronte Roman Reigns en main event. Donc Roman Reigns en plus il arrive, il se check et puis il y a une pub pour WWE 2K16, le dernier jeu de catch. Et non, je l'achèterai pas parce que j'ai pas la Play 4 et voilà. Après, Tyler Breeze contre Dolph Ziggler. Alors oui, Tyler Breeze, oui, il fait partie du roster principal maintenant. Il est arrivé juste avant Hell in a Cell, si je dis pas de bêtises, face à Dolph Ziggler, qui avait des rumeurs comme quoi lui il était amoureux de Vince Summerall. Enfin, c'est une espèce de triangle à la con comme ça. Et on dirait que Dolph Ziggler en a à peu près rien à foutre et que Tyler Breeze essaie de se faire sa place. Alors, en ce qui concerne ce match-là, à Survivor Series, j'ai trouvé qu'il arrivait bien tard dans le show pour une rivalité de second ordre. Mais bon, d'un autre côté, on va enfin pouvoir voir ce qui est capable de nous sortir Tyler Breeze pour son premier match en pay-per-view. Et le match était plutôt cool. Niveau du lead, c'était 50-50. C'est-à-dire qu'en général, le match, si vous regardez les matchs de catch, peu importe entre qui et qui c'est, surtout quand c'est en un contre un, c'est souvent le face le personnage face qui qui a le lead sur le début du match. Le milieu du match, c'est le personnage heel, et puis sur la fin, c'est le face qui revient, et c'est sur la toute fin qu'il y a des échanges et encore ce genre de choses là. Et bah, c'est ce qui n'a pas été fait justement pour Tyler Breeze contre Dolph Ziggler. C'était vraiment très momentané les leads, c'est-à-dire que ça s'est changé des coups assez rapidement. Et Tyler Breeze, je dois dire qu'il a été très propre dans ce qu'il a fait. Et j'aurais même apprécié, même étant grand fan de Dolph Ziggler, j'aurais même apprécié qu'il lui laisse un chouïa un peu plus de temps. Summer Rae, d'ailleurs, maintenant qu'on y pense, parce que ça, on n'en parle pas assez des managers. Summer Rae a rempli son rôle, elle le fait toujours aussi bien. Elle arrive à se faire remarquer juste quand il faut. Donc on arrive à faire en sorte, elle arrive à faire en sorte de ne pas se faire oublier sans trop se mettre en avant. C'est quelque chose qu'elle fait très bien. Tyler Breeze donc a gagné par sa prise de finition qui s'appelle Unprettier, qui est en fait un kill switch. Alors c'est le petit bémol du match en fait, parce que je sais que le kill switch, je sais que Tyler Breeze il a une autre prise de finition, c'est une espèce de coup de pied si je dis pas de conneries. Mais le kill switch est utilisé depuis des années par Christian, et même si ça fait des années qu'on l'a pas vu à la WWE, ça reste sa prise à lui. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de recul au moment de la victoire en fait. C'est le seul bémol que je peux donner à ce match-là. La victoire de Breeze, elle est logique parce que c'est pour confirmer son début.
Et puis voilà. Je sais pas par contre sur quoi on va le mettre après. Faudrait que Dolph Ziggler s'investisse un peu plus dans cette rivalité. Soit faudrait, je sais pas, trouver d'autres plans. Je vois pas qui pourrait en vouloir à Tyler Breeze, hein, donc à part une ancienne superstar de NXT. Je ne sais pas du tout. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah voilà, j'ai mis 3,5 sur 5 pour ce match. Et vivement pour les matchs suivants de Tyler Breeze. J'aimerais que cette feud qu'elle continue un peu quand même, maintenant que j'y pense. Parce que j'aime bien l'association Breeze et Dolph Ziggler. C'est vrai je vois pas pourquoi non plus ça continuerait. Niveau de la rivalité, je veux dire, il n'y a pas besoin d'épiloguer encore 20 ans sur Summer Rae. C'était un espèce de chapitre ajouté à la con pour remplacer cette histoire entre Lana et Rusev. Donc voilà. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les prochains événements entre Tyler Breeze et puis Dolph Ziggler. Et on verra bien. La Wyatt Family contre les Brothers of Destruction. Alors, la cloche retentit, hein, donc il y a les entrées, hein, l'Undertaker est bien évidemment le dernier à rentrer, la cloche retentit et là il y a personne qui réagit. Mais bordel de merde Atlanta, vous te réveillez quoi, je veux dire, c'est l'Undertaker que tu vois. C'est une des dernières fois, si c'était la dernière fois que tu le vois rentrer pour catcher sur un ring. Et bon alors, ça a gueulé un peu, je dis pas qu'il n'y a pas eu de réaction, mais je veux dire putain, mais c'est l'Undertaker quoi, je veux dire, c'est les apparences, ces apparitions se font de plus en plus rares. Enfin, c'est pas nouveau d'ailleurs. Donc je trouve ça dommage que le public d'Atlanta soit si soporifique que ça. Euh, donc voilà. Encore une fois, je suis désolé de revenir là-dessus, mais je veux dire, c'était quand même surprenant au niveau du non-bruit que faisait le public. D'ailleurs, l'Undertaker, il fait une sacrée entrée, donc avec Kane, hein, donc il y a Kane qui met le feu au signe, les signes de l'Undertaker, là, le TX. Il y en avait deux qui étaient accrochés au-dessus de l'entrée. Bien sûr, il y aura les lance-flammes et tout. Il y a un gros cercueil qui apparaît à la hauteur de l'écran géant, qui s'ouvre et dans lequel il y a des images de l'Undertaker selon ses différentes gimmicks au fil des années. Donc c'était vraiment une entrée qui valait le coup. Eric Rowan qui attaque directement les Brothers of Destruction dès qu'ils sont rentrés sur le ring. Et puis double chokeslam de Kane et l'Undertaker. Et donc il se fait dégager. La Wyatt Family, donc on savait pas par qui elle serait représentée pendant le match. Et finalement c'est Luke Harper et Bray Wyatt. Braun Strowman qui lui reste en dehors du ring pour assurer les arrières. Old School de l'Undertaker sur Luke Harper. Ça c'était une prise qui avait manqué sur les derniers matchs de l'Undertaker. Donc je trouve ça plutôt cool. Pendant que l'arbitre a le dos tourné, Braun Strowman il jette Kane sur les commentateurs. Donc voilà, c'est encore un détail du match. Et Taker, je l'ai trouvé expressif comme rarement en fait. C'est-à-dire, à l'aide de coups de pied dans la chaise, il encourageait le public à. Enfin, il incitait le public à applaudir, à encourager à se rentrer dans le match. Et c'est quelque chose d'assez rare venant de l'Undertaker, parce qu'en général, il est fermé, il reste dans son personnage. Et là, je le voyais vraiment encourager le public, ce qui m'a un peu surpris. Double chokeslam sur Braun Strowman, à travers la table des commentateurs espagnols. Je vais y arriver. Double chokeslam sur Bray Wyatt et sur Luke Harper. Taker qui fait un Tombstone Pile Driver sur le Harper, 1, 2, 3, victoire. Du coup, ce match, en fait, ressemble plus à un jubilé pour l'Undertaker, car la Wyatt Family, au final, elle n'a pas fait grand-chose. Le match était plutôt court et n'avait pas vraiment grand intérêt, si ce n'est de voir pour la dernière fois les Brothers of Destruction. C'est donc compliqué de donner une note en ne regardant que le match en tant que tel, et donc mon 3 sur 5 il vaut pas grand-chose. Mais je crois que tout est dit. Les gars de la Wyatt Family doivent être quand même contents d'avoir affronté Kane et l'Undertaker. Mais voilà, une fois, c'était pas un match avec grand enjeu. Je ne voyais pas la Wyatt Family gagner parce que ça voudrait dire que cette rivalité aurait continué, ce qui ne vaut strictement pas le coup. Il serait temps que Kane reparte sur autre chose et qu'on foute la paix à l'Undertaker.
et que la Wyatt Family continue son procédé destructeur qui fonctionne chaque jour de mieux en mieux. Voilà. Et le main event, donc Roman Reigns contre Dean Ambrose pour le titre WWE poids lourd. Donc la finale. Alors, encore une fois, le public il suit pratiquement pas, ce qui me fout grave les boules. Le match par contre était super. Les deux ils ont fait vraiment le tour de leur set move. Il y a eu pareil une bonne partage de lead. Chacun a sorti son finisher. Donc on a eu un spear de Roman Reigns et Dirty Deeds de Dean Ambrose. Les deux se sont retrouvés l'un assis à côté de l'autre et tout. Et puis à un moment donné, donc en fin de match, puis ils étaient bien claqués déjà. Et puis ils commencent à s'échanger des claques, coup de poing, deuxième spear, 1, 2, 3, victoire de Roman Reigns, grosse célébration avec cotillons et confettis et guirlandes de Noël, et donc ça explose de partout. Roman Reigns est limite en pleurs, il est enfin champion de WWE poids lourd. Triple H qui arrive pour le féliciter, et puis je vais reparler vite fait de ça parce que Triple H avait l'intention au début de faire de Roman Reigns son nouveau gars, son nouveau numéro 1 et de lui filer directement un ticket pour la finale, chose que Roman Reigns a refusé car il souhaitait directement, il souhaitait faire ça de lui-même sans aucune aide extérieure. Donc il a envoyé chez Triple H. Triple H arrive quand même donc à la fin de cette finale pour féliciter Roman Reigns. Roman Reigns refuse de lui serrer la main et Sheamus arrive. Et puis Brogue Kick sur Roman Reigns. Il en profite pour encaisser sa mallette. Il fait le tomber. Roman Reigns s'en sort. Et puis donc on croit que moi comme tout le temps je me dis que c'est fini. Finalement Roman Reigns se relève. Et il part pour envoyer un deuxième spear, c'est contré, enfin je sais plus quoi. Et deuxième Brogue Kick, 1, 2, 3. Et victoire de Sheamus. Donc Sheamus a encaissé sa mallette. Et de nouveau. Pour la troisième fois, si je dis pas de bêtises, champion de WWE poids lourd. Je dois dire que je m'y attendais. Voilà, je m'y attendais. Je crois que j'ai oublié un petit détail. Il me semble que Roman Reigns a fait un spear à Triple H. Hein. Je crois que c'est pour ça que Sheamus est arrivé juste après. 3,5 sur 5 à la totalité de ces deux matchs-là, donc la finale plus le cash. Parce que pour moi le catch fait partie du match parce que au final le résultat en est changé. Donc voilà. Ça me fait mal quand même. Hein. Je savais que ça ralentirait beaucoup de gens et moi ça me fait mal de voir Sheamus champion de WWE poids lourd, surtout quand on voit le match qu'il a eu avant cette finale, enfin avant ce main event. Il était dans un match avec Wade Barrett et puis les New Day, donc je me demande un peu d'où ça sort quoi. C'était assez malmené. Après, la WWE, elle a pas eu beaucoup trop de choix aussi, parce que c'est vrai que la blessure de Seth Rollins a un petit peu foutu la merde, parce que Seth Rollins est un petit peu la base de tout le reste de la construction de la WWE. Et vu que tout s'est cassé la gueule, il faut commencer à reconstruire quelque chose de nouveau, à zéro. Et alors, ce qui fout les boules, c'est que du coup, d'avance, on pouvait savoir que Sheamus affronterait Roman Reigns certainement à TLC. Mais cette affiche, on va pas se mentir, elle donne envie à pas grand monde. Donc voilà. J'en ai terminé avec ce show. Je vais juste revenir un petit peu sur ce que j'en ai pensé. Je l'ai trouvé très moyen. Quand on voit que l'année dernière c'était vraiment super. On avait vraiment un super Survivor Series. Et là cette année, c'était beaucoup moins bien. Les matchs étaient tous moyens en fait. Il y avait pas grand chose qui est ressorti. Il y a eu 2-3 moments par-ci par-là qui valaient vraiment le coup ou qui m'ont vraiment fait sursauter ou dont j'ai vraiment été content. Donc il y a l'entrée de l'Undertaker, le retour de Goldust et puis bien sûr cette fin de main event, hein, mais on l'a quand même un petit peu tous vu venir. Donc voilà, en ce qui concerne la vie populaire, pratiquement 10 000 personnes qui n'ont pas aimé le show contre 3 000 qui l'ont aimé. Alors même si la qualité des matchs était là, c'est la carte en totalité qui donnait pas envie. Donc je comprends aussi les gens qui n'ont pas aimé ce show-là. Et je pense que TLC va faire grandement du bien de voir un petit peu de trucs un peu plus bourrins parce que les Survivor Series,
ne valait vraiment pas le coup par rapport à l'édition de l'année dernière et par rapport à Hell in a Cell. Donc voilà. J'en ai terminé avec Survivor Series. Je vais très rapidement vous parler de Raw. Donc Raw, c'était lundi soir, donc avant-hier. Je vais vous en parler très rapidement parce que j'ai noté que 4 points. Et vu que j'ai oublié de les mettre là-dessus, je vais essayer de m'en rappeler de tête. Qu'est-ce qu'on a? Rusev qui est de retour avec l'autorité. Parce qu'il a... comment il avait dû prendre un peu de temps off avec Lana ou je sais pas quoi. Il devait se marier, ça certainement, et puis donc du coup il avait un peu de temps off. Là il est revenu au début d'Euro quand Roman Reigns a voulu son rematch face à Sheamus le soir même. Il est arrivé il a intervenu et puis voilà. Donc il est de retour et il est avec l'autorité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Paige, ah oui, qui est pas contente parce qu'elle dit que Charlotte a triché. Et effectivement, bon, chacun se fera sa petite opinion. Charlotte a, quand elle pose son figure 8 au Survivor Series face à Paige, elle a une main sous la corde, ce qui est censé en général donner une cassure de prise. Chose qui n'a pas été faite. Donc en fait j'avais bien vu, victoire avec controverse, donc du coup cette feud entre Paige et Charlotte est sur le point de continuer. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre de mémoire? Chose qu'on attendait à peu près tous. Donc Roman Reigns et Sheamus vont s'affronter à TLC dans un match table chez les chaises. Donc voilà. Je reviendrai plus tard sur ce match-là. Je vais voir ce que les deux hommes sont capables de construire comme rivalité au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Et le dernier point, c'est Jack Swagger qui est de retour face à Alberto Del Rio. Alors, Del Rio et Zeb Colter sont ensemble pour former le Mex America, un pays cumulant le Mexique et les États-Unis. Et Jack Swagger est arrivé pour dire qu'il n'était pas d'accord. Et cette rivalité commence tout doucement. Alors, le fait de revoir Jack Swagger, moi je trouve ça cool, même si c'est loin d'être le meilleur des catcheurs qu'on a aujourd'hui. Donc, on verra pour plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté pour Raw. Il n'était pas spécialement intéressant. J'espère que le produit WWE va s'améliorer parce que là c'est en train de dégringoler. Je sais que c'est pas vraiment de leur faute. La blessure de Seth Rollins, ils y sont pour rien, mais voilà, c'est le moment pour les nouvelles superstars de vraiment s'affirmer et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette review de Raw et de Survivor Series. Je vous donne rendez-vous pour le prochain pay-per-view qui aura lieu. Alors attendez que je dise pas de bêtises, je crois que c'est le 13 décembre. Donc ça viendra assez rapidement. Donc c'est TLC. Et je vous laisse avec mon thème du moment et les résultats de tout ce que je viens de vous raconter. Ça s'appelle Fixation on the Darkness de Killswitch Engage. Et puis je vous souhaite de passer du beau temps, des bonnes vacances pour ceux qui vont être en vacances. Et puis à tout bientôt. Merci encore de me suivre, abonnez-vous et à tout plus. Ciao, ciao, ciao.